Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast, retour d'expérience d'un événement indésirable grave en lien avec une prothèse ostéo-articulaire. Au cours de la semaine sécurité patient, nous vous proposons la présentation une fois par jour d'un événement indésirable grave. Celui-ci a été analysé en collaboration avec le CECA, le Centre antipoison et de toxicovigilance et l'échelon régional de matériaux-vigilance. Une analyse approfondie des causes a été réalisée à partir d'un événement indésirable grave lié aux soins chez un patient porteur d'une prothèse ostéo-articulaire. Pour rappel, il existe un contexte réglementaire puisque le décret de novembre 2016 rappelle qu'il est nécessaire de déclarer les événements indésirables graves liés aux soins. Les structures régionales d'appui, le CECA en Nouvelle-Aquitaine par exemple, accompagnent les professionnels de santé pour cette analyse de causes profonde et complexe afin de mettre en place des actions pour prévenir de nouveaux événements. Il est indispensable, lorsque l'événement est grave, de pouvoir l'identifier, ainsi que la chaîne des événements qui a conduit à la situation dramatique, pour pouvoir imputer si l'événement est ou non lié aux soins et savoir pourquoi il est survenu, afin de ne pas avoir de récurrence. Ce n'est pas une démarche à la recherche d'une faute ou d'un coupable, mais bien une analyse des causes pour comprendre et apprendre, et ainsi éviter la survenue d'une seconde victime. Il faut savoir parler des événements indésirables graves, car ils sont alors liés à des causes multiples, défaillances de plusieurs systèmes, et certaines barrières peuvent éviter leur survenue. Le plus souvent, lorsque l'événement est grave, plusieurs barrières ont été inefficaces. Suivre les actions permet d'éviter la survenue de tels événements. La méthode alarme permet d'identifier au cours de réunions d'analyse de causes les causes immédiates et profondes de l'événement. Cette méthode analyse les facteurs liés aux patients, aux professionnels de santé, mais aussi à l'ensemble des équipes, les tâches qui ont été réalisées ou les environnements de travail impliqués, ainsi que leur organisation et le contexte institutionnel dans lequel cela s'est déroulé. Plusieurs barrières de prévention, détection, récupération de l'événement ou d'atténuation peuvent être mises en place et elles sont souvent défaillantes au moment de l'événement. Dans ce cas, il s'agissait d'un patient âgé de 62 ans, pris en charge pour une prothèse totale de hanche gauche, constituée de plusieurs métaux, en remplacement d'une prothèse céramique alumine qui était instable et à l'origine de plusieurs luxations. 10 mois après le remplacement de la prothèse, il présente une asthénie fébrile et une sciatalgie et va consulter en orthopédie, dans le service où il avait été pris en charge. Des examens sont demandés et, dans un premier temps, l'infection est écartée. Progressivement, le patient va présenter une altération de l'état général, il va boiter et se plaindre de douleurs de plus en plus importantes de la hanche gauche. Il consultera 6 mois plus tard dans un autre centre hospitalier, car apparaissent une cécité et une surdité bilatérale et asymétrique. Le patient présente également des signes d'encéphalopathie et cliniquement, on palpe une collection fluctuante en regard de la hanche gauche. Une échographie est réalisée immédiatement, mettant en évidence une importante collection périprothétique qui est précisée au scanner du bassin, montrant des lésions de l'articulation de la hanche gauche et des muscles adjacents. Les manifestations systémiques fébriles vont faire évoquer en premier lieu une hypothèse infectieuse et il est réalisé immédiatement une ponction sous échographie qui va retirer un liquide noirâtre, visible sur la photographie en microscopie électronique, identifiant ainsi des éléments métalliques. Outre les prélèvements du liquide, adressés en bactériologie et en mycologie, il est réalisé des dosages de métaux et le centre antipoison qui est contacté va proposer de réaliser ce dosage également dans le sang et les urines. Les concentrations des métaux seront importantes dans l'ensemble des liquides biologiques prélevés. Il sera alors posé le diagnostic d'intoxication systémique aux métaux lourds en lien avec une dégradation du matériel de prothèse. Le centre antipoison va proposer la dépose immédiate de la prothèse et une chélation intraveineuse après la chirurgie. Au cours de la chirurgie, il est mis en évidence une usure importante avec une perte de métal de 18 grammes de la tête fémorale, visible sur la photographie, et la collection est constituée d'un liquide noirâtre d'environ 500 ml. Le dosage des métaux dans cette collection sera élevé.
L'évolution post-opératoire est marquée par l'aggravation d'encéphalopathie toxique, probablement favorisée par le relargage des métaux au cours de la chirurgie orthopédique. Après un passage aux soins intensifs, le patient sera admis en neurologie afin d'avoir une exploration de l'encéphalopathie. La ponction lombaire va révéler la présence de métaux dans le liquide céphalorachidien et l'IRM cérébral des anomalies des noyaux gris centraux. La chélation sera alors débutée selon un schéma préconisé par le centre antipoison, réalisé à plusieurs reprises. Lorsque l'évaluation est proposée 6 mois plus tard, le patient a repris 13 kg, les troubles cognitifs s'améliorent, persistant à minima, de même que les anomalies IRM. Sa surdité est en régression, de même que l'acuité visuelle, même s'il persiste encore quelques symptômes. La chélation est donc poursuivie dans ce contexte de symptômes persistants pendant quelques séances. Une métallosystémique secondaire à une intoxication aux métaux lourds a donc été identifiée en lien avec l'usure prématurée d'une prothèse de hanche métallique. C'est l'érosion inhabituelle de la tête fémorale en métal consécutive à des phénomènes abrasifs qui en est responsable, et l'aggravation de la symptomatologie du patient à l'origine d'une intoxication systémique est en partie en lien avec un retard diagnostique d'une pathologie très rare. Si on évalue les causes profondes grâce à la méthode ALARM, on se rend compte que les éléments en lien avec le patient, qui présente un état de santé complexe, après un retour de séjour à l'étranger faisant suspecter une fièvre du retour, une clinique insidieuse sur le plan général, méconnue, et une sémiologie orthopédique rassurante va faire errer le diagnostic. De même, les professionnels vont peu communiquer avec le patient, et en particulier sur la réflexion étiologique de son tableau clinique. Il y a un défaut de connaissance de cette pathologie peu connue et un ensemble sémiologique qui va faire errer les hypothèses. Un non-respect des pratiques de suivi des résultats d'examen biologiques, mais également du choix de la prothèse métallique. En effet, ce n'est pas dans le respect des recommandations après une prothèse céramique. Par ailleurs, sur le plan de l'équipe, il existe une déficience des mécanismes de coordination entre les centres hospitaliers et les équipes ambulatoires, une insuffisance d'échange entre le patient et le CHU, des défauts de transmission écrite, notamment dans les courriers, et des défauts d'alerte importants du laboratoire de biologie vers les praticiens prescripteurs d'examen. Enfin, la déclaration de l'intoxication aux métaux lourds a été tardive au CAP, mais réalisée rapidement après le diagnostic étiologique. Les tâches, lors de l'explantation de la prothèse, celle-ci n'a pas pu être réalisée aussi rapidement que souhaitable, et l'environnement était particulièrement au laboratoire impacté, car c'est un laboratoire spécialisé extérieur qui a eu des pannes d'automates qui a mis du temps à rendre les résultats qui ensuite n'ont pas été transmis au prescripteur. Le choix de l'implant céphalique était défaillant en céramique et aurait conduit au choix d'une prothèse métallique. Concernant l'organisation, il y avait des défaillances de supervision des soins et de continuité dans l'ensemble des systèmes, avec une absence de résultats biologiques transmis aux différents médecins. L'institution était également en difficulté avec la diffusion des alertes et des critères de suivi de patients porteurs de prothèses, un défaut de signalement et d'alerte à la NSM et aux sociétés savantes dans ce type de complications non infectieuses. Par ailleurs, les lacunes dans la nomenclature des dosages ambulatoires et les traitements chélateurs a rendu difficile le remboursement par l'assurance maladie. Avec l'ensemble de ces causes profondes mises en évidence, plusieurs enseignements, barrières et actions ont été identifiés et proposés aux différents établissements. Tout d'abord, définir un circuit pour la lecture des résultats anormaux lorsqu'ils viennent de laboratoires extérieurs, préciser le parcours des patients complexes entre le CHU, les CH et les médecins référents ambulatoires, la nécessité d'éviction des dispositifs médicaux lors d'intoxication systémique, mais également redéfinir les circuits d'alerte et valider la réception des alertes et rappeler quand et comment faire un signalement lors d'intoxications rares au CAP. Les retours d'expérience sont particulièrement importants au sein des équipes de soins, dans les établissements, mais aussi
aux vigilances comme la matériovigilance ou aux agences comme la NSM, ainsi qu'à l'HAS et aux sociétés savantes. Des publications ont été proposées dans plusieurs congrès pour communiquer cet événement. En conclusion, la métallose systémique ou intoxication aux métaux lourds en lien avec une prothèse ostéo-articulaire métallique est une cause rare. C'est possible avec les prothèses articulaires, mais également d'autres types de dispositifs implantables médicaux. La collaboration avec les toxicologues est essentielle pour pouvoir proposer la meilleure prise en charge. Et bien sûr, la matériovigilance et les chirurgiens orthopédistes doivent être informés et participer précocement à la prise en charge des patients. Donc, outre les risques infectieux bien connus de luxation, de malposition, de fracture ou de perforation, il existe aussi d'autres complications plus rares et leur rareté fait que parfois, cela peut se compliquer de devenir un événement indésirable grave. La bibliographie dont vous pourrez trouver certains éléments sur le site du CECA. La mission UIGS vous remercie et remercie l'ensemble des participants vigilance et agences dans le cadre de cette analyse des causes et de la collaboration dans la communication des plans d'action. Vous retrouverez dans les jours qui viennent un podcast par jour lié à un rétex d'un événement indésirable grave, demain, isolement et contention. Je vous remercie.